Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce webinaire organisé par Triodos et consacré à la question du co-housing. J'imagine que je vous imagine devant votre écran et je vous imagine intéressé par ce sujet de l'habitat groupé dont on va discuter ici pendant 1h30. Vous allez voir, je suis très bien entouré. Alors, je suis moi-même Mathieu Pelletier, je suis entre autres professeur à la Haute École EFEC, chroniqueur à la RTBF et je suis moi-même fondateur et habitant d'un habitat groupé et c'est moi qui vais aujourd'hui animer cette soirée. Alors, avec moi, pour parler de toutes ces questions, j'ai d'abord Isabelle Huens de Triodos. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mathieu. Qui va tout de suite nous expliquer en quoi Triodos intervient dans ces questions d'habitat groupé. Mais nous avons aussi avec nous 4 habitants d'habitat groupé de 2 projets différents, tous les 2 très intéressants, vous allez le voir. Il y a d'abord le projet de l'Échappée, qui est un projet d'habitat groupé urbain. Et j'ai avec moi, donc pour les représenter, Louis et Marie. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi quelques kilomètres plus au sud des représentants de l'habitat groupé de la ferme de Lizé. Et nous avons pour les représenter Véronique et Marion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler ce soir? On va essayer d'aborder toute une série de questions. L'idée, c'est vraiment que depuis chez vous, vous ayez des réponses concrètes à ce que ça signifie, en fait, d'organiser, de monter, de fabriquer la genèse d'un habitat groupé et d'aboutir, parce que c'est quand même ça aussi l'important. Alors, je tiens d'emblée à préciser qu'on va essayer de consacrer un temps à la fin de cette soirée pour répondre à vos éventuelles questions. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. Et l'un de nos collègues va sélectionner, trier les questions et on fera bien sûr de notre possible pour y répondre au mieux. Alors, nous allons commencer par entendre Isabelle qui va nous expliquer finalement pourquoi Triodos, qui est une banque, s'est retrouvée mêlée à ces différents projets d'habitat groupé en Belgique. Je pense qu'on sait tous que Triodos, évidemment, est une banque qui est aussi habitée de certaines valeurs, certaines missions. Et tu vas nous expliquer en quoi Triodos intervient dans ces questions. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Mathieu, donc la banque Triodos est une banque durable qui investit l'argent de ses épargnants dans des projets qui ont une plus-value sociétale selon 3 critères principalement. Donc l'humain, l'aspect social, l'aspect écologique, la nature et également l'aspect culturel. Et on se rend compte que dans beaucoup de projets d'habitat groupé, on retrouve au moins 2 de ces critères, l'humain et l'écologie. Et puis de plus en plus souvent, on voit aussi des aspects culturels dans ces projets. Voilà, alors ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on finance de l'habitat groupé chez Triodos. On a vraiment ce rôle de pionnier dans le financement de l'habitat groupé. On s'est forgé une bonne expertise aussi en ayant financé pas loin de 100 projets, en ayant financé des projets très différents, des copropriétés, des community land trust, on reviendra sur ce sujet certainement plus tard dans la soirée, également des formes 100% sociétales de type coopérative. On a aussi du coup forgé un réseau d'experts avec lesquels on a plaisir à travailler, tels que par exemple des plateformes comme Samenhuisen ou Habitat et Participation, mais également avec des contacts très fréquents avec des notaires spécialisés dans ces questions d'habitat groupé, avec des experts immobiliers, des architectes. Voilà, donc tout ça fait qu'effectivement, on s'est vraiment spécialisé dans le financement de l'habitat groupé. D'accord. Et ce que tu évoques ici est intéressant, c'est qu'effectivement un projet d'habitat groupé, eh bien, ça va aller chercher toute une série d'acteurs différents, hein, notamment la banque, mais effectivement aussi les notaires, architectes, on va en parler plus loin. C'est bien le sujet d'aujourd'hui. Alors, le premier habitat groupé qui va se présenter, c'est l'Échappée. C'est un magnifique projet qui est un projet d'habitat groupé en ville. Et vous avez décidé à l'Échappée d'intégrer des dimensions qui sont importantes pour vous, c'est-à-dire l'aspect notamment social, multigénérationnel, une insertion aussi dans le quartier, dans l'endroit où vous êtes. Mais donc je vais vous laisser la parole. Je pense que vous êtes un groupe qui est de 28 adultes, c'est ça, et une quinzaine d'enfants. Vous allez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste.
Merci. Oui, donc on a préparé un petit PowerPoint pour vous exposer un petit peu notre projet. Donc voilà la façade au côté rue de notre cohabitat. Nous sommes situés à Bruxelles, dans le nord, du côté de Tour et Taxi, à Laken, pour être plus précis. Et nous sommes donc effectivement constitués d'une trentaine d'adultes, une quinzaine d'enfants, avec effectivement de l'intergénérationnel, puisque les âges varient de 2 ans jusqu'à 65, voire même un peu plus. Nous sommes à la fois des familles, puis des célibataires, des couples, et aussi un mixte entre néerlandophones et francophones qu'on a essayé de respecter au maximum. Alors notre projet s'est réuni autour d'une charte, autour d'une série de valeurs importantes à nos yeux, que nous tentons de respecter encore aujourd'hui, au jour le jour. Valeurs de solidarité, de respect, d'écologie, de participation, etc. Je cède ensuite la parole tout de suite à Marie, qui va nous faire un petit topo sur notre historique. Donc vous le voyez en tout cas à l'écran, l'historique. Ce que je vais surtout dire, c'est que c'est un projet qui est parti de quelques personnes qui ont voulu être dans un projet d'habitat groupé. Et on a démarré en 2010 avec l'écriture d'une charte. Et donc il nous a quand même fallu 7 ans avant que tout le monde habite là. Donc ça a quand même pris un certain temps, même si c'est a priori plutôt rapide pour un projet d'habitat groupé. Donc on partage principalement dans les espaces communs, puisque du coup habitat groupé égale qu'on partage des espaces communs, donc une salle commune qui est très vivante, ainsi que donc un jardin de 400 mètres carrés donc à Bruxelles, ce qui est pas si mal, ce qui est pas énorme mais bien suffisant, un toit potager, un garage à vélo, un atelier de bricolage et une buanderie, voilà, qui nous permet de nous réunir et de nous retrouver au cours de nos lessives. Donc on a une salle commune qui est du coup au centre de notre habitat groupé et qui est comme un grand appartement avec tout ce qu'il faut pour toutes nos activités et ouverte sur le quartier. Et donc le jardin, encore le jardin et toujours le jardin au lieu chaud de notre habitat groupé. Là, je laisse la parole à Louis. Oui, pour vous expliquer très rapidement la manière dont on fonctionne. Donc, il y a différentes instances. On pourrait peut-être revenir sur la manière dont on fonctionne dans le débat par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est donc en copropriété, mais copropriété un peu amendée. On a ajouté des petites choses par rapport à une copropriété classique. Et puis aussi, surtout, on a gardé une structure en ASBL qui permet de nous réunir et un peu aussi de nous organiser dans nos activités internes ou vis-à-vis du quartier. Lors des travaux, lors de la phase de montage du projet, on s'est constitué en différents GT, ce qui nous a permis de bien nous répartir les tâches. C'est important, je pense. Des groupes de travail. Des groupes de travail, voilà. Donc GT groupe de travail. Autre chose à vous dire, c'est qu'effectivement, on a bénéficié du soutien d'un coach, Marc Van den Dries en l'occurrence, ainsi que depuis le début du projet, même avant d'avoir cherché, trouvé le terrain, de nos architectes, un soutien de nos architectes, donc Steck et Phrase, qui eux-mêmes sont impliqués aujourd'hui dans un projet d'habitat groupé à Forêt. Voilà quelques petites dias encore pour vous montrer l'ambiance. C'est la porte de notre salle commune qui est gribouillée de toute une série de coloriages d'enfants. Et puis, voilà, des activités que nous menons au sein de notre habitat et aussi vis-à-vis du quartier. Et puis, je voudrais peut-être terminer par un petit coup de pub pour un manuel pratico-pratique qu'on a pu produire et qui explique un peu notre expérience dans le cohabitat et que vous trouverez sur notre site internet. Voilà, merci. Merci, et ça c'est déjà très intéressant, puisque je dois dire que nous-mêmes, dans notre projet, on aurait bien aimé bénéficier d'un manuel pratico-pratique, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir quelles sont les démarches à suivre. Je retiens aussi qu'on vous appelle les échappistes. Donc, voilà. Oui, nous nous appelons les échappistes. Voilà, pourquoi pas finalement. Et bien sûr, alors aussi, un modèle en copropriété, on va y revenir parce que c'est un des modèles qui existent, et ce n'est pas le seul, on va le voir tout de suite, avec nos seconds intervenants, ceux de la ferme de Lizé. Donc on part ici dans le Namurois. Alors ici, on ne parle pas de jardin en termes de mètres carrés, mètres d'hectares, hein, puisque c'est un projet qui a une dimension, on va dire carrément, d'activité agricole aussi.
Et c'est un projet qui a choisi un autre modèle juridique puisque vous fonctionnez en ce qu'on appelle le Community Land Trust. On va après, bien sûr, expliquer ce que ça signifie. Alors, je pense que vous êtes 8 familles. Et la particularité aussi de cet habitat groupé, c'est que vient se greffer au projet de vivre ensemble celui d'une activité économique qui, elle, est pris en charge par une structure, une coopérative. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre du projet qu'ils vont mener sur le lieu. Je vais vous laisser en quelques instants nous expliquer tout ça. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Bonsoir à vous derrière vos écrans. Donc voilà, nous sommes situés dans le Condro, entre Crupet et Assès, rue de Lizé. Vous y êtes les bienvenus. Donc on est sur une zone agricole et on fait en sorte de préserver en effet la destination initiale des terres. Certains se reconvertissent en ce moment, prévoient d'y faire du maraîchage. Voilà. Donc on met 31 habitants, bientôt 32, à savoir 15 adultes et bientôt 17 enfants, parce qu'il y a un petit bébé qui arrive bientôt, genre demain peut-être. Voilà, on a donc acheté il y a 3 ans une ferme, cette ferme en U. Voilà, et donc autour il y a 9 hectares de terre qui serviront. Il y a déjà un petit potager partagé et il y a des ambitions de professionnalisation de certains des habitants et d'accueil aussi de membres extérieurs qui auraient l'usage de terre, parce que c'est pas simple d'avoir l'usage de terre en Belgique pour en faire son activité professionnelle. Donc je cède la parole à Véronique pour faire un petit mot sur nos missions. Alors, une des premières étapes quand le groupe a été constitué, c'est de déterminer ce qu'on voulait faire ensemble, donc ce qu'on a appelé nos missions. La première chose, c'est de soutenir des projets individuels et collectifs qui sont en lien avec nos valeurs, c'est-à-dire l'émancipation, la coopération, etc. Un pôle central qui nous a tous rejoints, enfin, qui nous tenait tous à cœur, c'est redonner vie à la paysannerie. Une dernière mission, c'est de vivre de manière sobre et de mettre tout en place pour que ce soit le cas. Donc on a développé tout un système énergétique, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, enfin vraiment des systèmes qui sont réfléchis. Et un des derniers éléments, c'est qu'on veut mutualiser nos espaces ainsi que du matériel, etc. Donc voilà, ça c'était notre point commun, ce qui nous a rassemblés, et c'est ce qui se retrouve dans notre charte, une première étape. Alors un gros élément au départ, c'était de déterminer comment est-ce qu'on allait décider ensemble, quand on allait gouverner ensemble ce projet. On a décidé de travailler en sociocratie, ce qui nécessite tout un processus que je ne vais pas expliquer là tout de suite. Et nous prenons des décisions par consentement, pas par consensus, mais par consentement pour que ce soit dynamique. Et une autre particularité, c'est que chaque personne a une voix. C'est là que notamment, on y viendra plus tard, mais dans la copropriété classique, parfois on se retrouvait un peu bloqué, même en la customisant. Et nous, on est parti vers d'autres structures juridiques. Quand tu dis une personne, une voix, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas lié... Ce n'est pas lié à la superficie, du logement, voilà. Même si on peut tout à fait customiser des copropriétés. Voilà. Mais il y a d'autres éléments qui parfois nous bloquaient quand même. Alors, à la ferme de Lizé, c'est un lieu de vie, mais en plus, c'est un lieu de travail. Nous avons donc créé une cuisine professionnelle qui est louée. Par exemple, il y a de la lactofermentation qui était une des activités, ou bien la boulangerie, ça c'est un pôle important chez nous. Donc Chloé, avec la chouette enfarinée, fait son pain là, et puis après elle a des dépôts à l'extérieur. Alors, autre activité professionnelle qu'on va développer, tu en as un petit peu parlé Marion, c'est donc le maraîchage. Voilà. Alors du coup, le fait qu'il y ait aussi des activités professionnelles, là à nouveau, on se retrouvait un petit peu bloqué au niveau juridique et donc on a créé une coopérative, notre coopérative Coséop. Tout à fait. Et donc on souhaitait juste finir
en disant que il fait bon vivre à Alizé, qu'on a de la chance d'y être, je pense. Et donc il y a aussi un projet de verger miracle, Fruits Party, qui est porté par un des habitants qui est en train de se mettre en place. On fait aussi du coaching, surtout toi Véro, d'habitat groupé. Donc on partage un peu notre expérience pour pouvoir peut-être en inspirer d'autres. On l'espère en tout cas. Et voilà, il y a un trampoline pour les enfants, c'est trop bien. Mais tout à fait, et c'est vrai qu'on a entendu déjà ici des concepts qui font rêver, beaucoup de gens qui rêvent à l'habitat groupé. Quand on entend parler de potager partagé, quand on voit des salles communes qui vivent avec des activités pour les enfants, quand on imagine un lieu de vie où on peut partir ensemble sur base de certaines valeurs, j'imagine que c'est ça qui stimule toute une série de gens qui veulent se lancer. Après, tout ça est très compliqué. Je pense que peut-être certains devant leur écran ont dû tousser quand ils ont entendu Marie dire que 7 ans, c'est quand même relativement court. Ça peut faire peur. Alors justement, quelqu'un qui a cette idée de vivre un projet d'habitat groupé, de collectiviser, on va dire, les peines et les plaisirs avec d'autres sur un lieu de vie, comment est-ce qu'il doit s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer un projet comme celui-là? Est-ce qu'on va d'abord voir un notaire? Est-ce qu'on cherche d'abord des cohabitants? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre, je veux dire, au tout départ, aux origines d'un projet comme celui-là, Marie? Je dirais qu'il y a plusieurs méthodes, en tout cas, et que chacun choisit un peu en fonction de plein de paramètres. Mais il y a des gens qui partent du lieu et puis qui se rassemblent autour d'un lieu. Nous, on n'avait pas envie d'être précipités justement dans des démarches de qu'est-ce qu'on voulait créer comme habitat groupé à cause d'un lieu. Et donc, du coup, on s'est plutôt réunis entre nous en se disant, tiens, on a envie de créer un habitat groupé. Et donc, qu'est-ce qu'on veut comme valeur, qu'est-ce qui va nous réunir, qu'est-ce qui va être notre, Mathieu disait, notre gouvernail et notre fil rouge en tout cas. Cap. Voilà, notre cap. Et du coup, on s'est réunis et on a sur plusieurs réunions, pas tant, mais voilà, écrit cette charte. Et sur base de cette charte, donc on était 5 à la base, on a appelé d'autres gens à nous rejoindre sur base de ce projet. Voilà, mais qui n'avait, pour l'instant, rien d'autre que c'était juste notre envie. Mais c'est très intéressant parce que je pense qu'on retrouve là un peu une recette classique de l'habitat groupé, c'est-à-dire un noyau dur d'abord, c'est-à-dire pas un groupe complet et définitif, et la rédaction d'une charte, parce que la charte va en fait aussi constituer peut-être le filtre, parce que c'est là-dedans que des gens vont se reconnaître aussi pour rejoindre le projet. Alors, est-ce qu'à la ferme de l'Isée, on a fonctionné sur le même modèle, non. Véronique? Non. Non. Nous, on est plutôt partis du lieu. Donc, mon mari et moi avons trouvé le lieu. Mais c'était en zone agricole, donc c'était au niveau administratif, c'était quand même compliqué. Il y avait du monde à convaincre. On a fait toutes les démarches administratives, juste mon mari et moi. On a préparé les plans, des pré-plan, on a préparé un semblant en tout cas un début de charte, et que seulement quand on a eu tous les accords officieux, on a lancé notre petite annonce sur Habitat et Participation, et le groupe s'est constitué en quelques semaines. Oui, je dirais que c'est finalement pas si différent, puisqu'il y a un noyau dur, même si vous n'êtes que 2 dans ce noyau dur, et il y a un lieu, donc c'est-à-dire qu'aussi ici, il y a un filtre au départ. Pour avoir vu aussi plusieurs groupes, parfois on a des gens qui se réunissent sans avoir prédéfini en fait encore quelque chose. C'est alors parfois, je pense, peut-être plus compliqué. Ceci dit, j'ai une question par rapport à un modèle comme le tien. Est-ce que du coup, dans votre habitat groupé, vous n'avez pas pris une espèce de posture de fondateur dont il est peut-être difficile de se défaire sur le long terme, puisque vous êtes au départ du projet et les autres sont accueillis quelque part par vous? Je vais répondre, peut-être que Marion pourra compléter. Oui. Non, en fait, j'ai pas cette impression-là. En tout cas, on avait juste mis des fondements, et puis quand le groupe a été constitué, nous on a bien dit, maintenant c'est fini, c'est tous ensemble, et on prend toutes les décisions ensemble. Et voilà, j'ai pas l'impression... Est-ce que tu confirmes, Marion? Eh bien, oui. Oui, non, clairement, assez vite, on a dû se saisir collectivement de notre mode de décision. Donc, partant de là, si on jouait vraiment le jeu de la sociocratie et d'une prise de décision collégiale, votre
quand même, rôle initial de fondateur n'allait pas nous guider vers une forme de prise de pouvoir ou quoi. Donc, non, rien à dire là-dessus. C'est ça. Ouais, ouais. Et chez vous, Louis, vous avez senti une différence entre le groupe des fondateurs et ceux qui rejoignaient après? Alors moi, en l'occurrence, je suis une pièce rattachée. Oui, ben justement, il y avait le groupe de fondateurs, de fondatrices de Marie et d'autres. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que au final, des fondateurs et fondatrices, il n'en reste que trois, voilà, sur les 18 logements, les 18 unités. Donc le groupe a beaucoup fluctué en fait au cours du temps. Un moment un peu fatidique, ça a été le choix du terrain, en fait, où on s'est rendu compte que ça, c'était un peu l'épreuve de vérité pour le groupe. Et je pense que ça a été en fait très constructif parce que chacun, du coup, a pu avoir sa place, trouver sa place et participer au montage du projet au fil des années. En fait, le fait d'avoir du temps, même si tout le monde était un peu pressé d'habiter à l'échappée, ce qui allait devenir l'échappée, le fait que ça ait pris du temps, en fait, renforcer le groupe. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que ça a été quelque chose de positif, en fait, le fait que ça ait duré autant d'années. Oui. Et donc un groupe, ça se constitue autour d'un projet commun, de spécificités communes. Comment est-ce que vous définiriez ce qui rassemble votre groupe aujourd'hui, Marie? Si vous deviez trouver peut-être le corps central de ce qui fonde votre groupe à l'échappée? Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si je pourrais le résumer en quelques... Oui, c'est compliqué comme exercice. Ce qui est important pour nous, je pense, c'est quand même la solidarité et le soutien et le respect de chacun. Ça, c'est hyper important. Et donc, en tout cas, par exemple, là, on l'a vu avec le Covid, on était un groupe assez respectueux par rapport aux besoins de chacun et avec vraiment beaucoup de bienveillance. On faisait vraiment très attention à ce qui se passait et à ce que chacun voulait. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a des différences, mais faire un groupe, c'est aussi apprendre à les tolérer. Moi, un truc que je remarque au niveau des enfants, c'est cet apprentissage que parfois dans une maison ou dans une autre, le fonctionnement est différent et c'est quelque chose d'extrêmement riche en habitat groupé, d'éveiller à ça. Dans une telle maison, on enlève ses chaussures pour rentrer. Dans l'autre, il faut frapper et rentrer. Enfin, il y a toute une série de règles qui sont différentes. À la ferme de Lizé, comment est-ce que vous définirez la spécificité de votre groupe? Est-ce que c'est l'attrait pour le côté aussi agricole ou c'est pas, on va dire, une condition d'entrée? Je ne crois pas que ce soit le cœur. Non, c'est pas ça le cœur. Parce que tout le monde n'est pas relié à cette envie précisément de cultiver les terres, même si on a quand même tous un attrait pour le cadre de vie qui est le nôtre, qui est très beau et tout. Mais je crois que ce principe de solidarité aussi et le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, avec les cohues, les tumultes qu'on peut connaître dans les familles, pouvoir parler de ce qu'on vit, pouvoir cette forme de solidarité humaine, affective, à mon sens, nous relie au moins, quoi. Voilà. C'est ça. Alors là, on est vraiment dans les origines du projet, le tout début. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on vient voir la banque, ou alors est-ce que c'est dans une étape quand même plus tard? Quelqu'un qui a une idée d'habitat groupé, est-ce que c'est pertinent de venir frapper à la porte de Triodos dès ce moment-là? Oui, chez Triodos, on voit aussi de tout. Effectivement, on voit des groupes qui arrivent et qui sont Oui. Enfin voilà, donc en fait, c'est pas encore un groupe. Et il y a une idée et la personne veut justement savoir un petit peu ce qui va avoir de l'importance, parce qu'évidemment, oui, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Et pour acheter un terrain et puis éventuellement faire construire ou rénover un habitat, il faudrait effectivement passer par la case crédit, en tout cas pour une bonne partie des personnes. Et donc oui, on a quand même beaucoup de gens qui viennent et effectivement, on a un peu de tout. On a des gens qui viennent avec déjà un groupe un peu constitué, mais pas encore de lieu. On a des gens qui ont déjà un lieu, mais pas encore de groupe. Tout récemment, on en a qui voulaient faire une enchère sur une vente publique. Ils n'étaient que 2. Donc voilà, ils voulaient savoir s'ils avaient les épaules assez solides pour pouvoir aller à la vente publique d'un lieu qui deviendrait sans doute un habitat pour 6-7 unités, alors qu'ils n'étaient encore que 2. Bon, malheureusement, ils n'ont pas remporté l'enchère, mais voilà. Et donc, on a aussi de tout, effectivement. En tout cas, je ne pense pas qu'il soit jamais trop tôt que pour pouvoir venir voir la banque, parce qu'effectivement,
Et on se met à la place des personnes qui ne s'y connaissent absolument pas en financement. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans, donc je connais bien ça. Mais pour le quidam qui ne s'y connaît pas du tout, savoir qu'il y a des frais de notaire, des frais d'acte, comment est-ce qu'on peut acheter éventuellement en indivision, comment ça va se passer dans la spécificité de l'habitat groupé aussi, eh bien tout ça, c'est quand même important de le savoir et de pouvoir prendre la mesure de ses moyens financiers avant peut-être d'aller trop loin dans un projet, surtout qu'on le voit, ce sont des projets de longue haleine. Alors se lancer dans ce genre de projet pour finir après quelques années peut-être se dire zut, financièrement c'était pas pour nous, eh bien c'est peut-être un peu malheureusement trop tard et on y a investi souvent déjà un peu d'argent quand même, mais surtout beaucoup de temps, d'énergie, de cœur, et donc voilà. Oui, autant venir dès le départ. C'est vrai qu'il y a pas mal de domaines à gérer pour fonder un habitat groupé et ça va nécessiter, c'est un projet qui nécessite tout au long du processus d'acquérir toutes des connaissances qu'on n'a pas, notamment au niveau financier, au niveau notarial. Et c'est vrai qu'en effet, il est peut-être jamais trop tard pour commencer à s'y intéresser. Alors, tu parlais des endroits, hein, la recherche de l'endroit, c'est quand même un moment absolument clé de l'habitat groupé. Déjà parce qu'on a des représentations de ce qu'on veut, on l'a rêvé cet endroit, on l'a imaginé dans notre tête. Il faut que ça coïncide évidemment avec les autres et puis il faut trouver l'endroit en lui-même. Il n'y a pas encore d'un IMOEB pour les habitats groupés. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre, on va dire concrètement réel l'émergence de l'habitat groupé dans un endroit, dans un lieu, je ne sais pas, Louis peut-être Oui, alors nous, effectivement, le projet est parti sans lieu. Hein, donc on était en quelque sorte nomades et donc on a pris, une fois que le groupe s'était plus ou moins constitué, il fallait qu'on soit nombreux. Voilà, il fallait le nombre suffisant. On avait plus ou moins un nombre en tête, une quinzaine d'unités de logement. Vous saviez que c'était Bruxelles. Et effectivement, il y avait le choix au départ de Bruxelles, dans l'idée qu'on voulait habiter tous et toutes à la ville, mais on voulait habiter autrement à la ville. C'était ça le projet au départ, c'était de dire il y a des possibilités d'habiter autrement à la ville et le cohabitat permet ça. Bien sûr. Et donc on a pris nos petits vélos et on a coupé, quadrillé Bruxelles et on a été de quadrillage en quadrillage pour chercher des terrains. Voilà. Ça a pris du temps, 1 an, je pense au moins. Oh non, je pense pas. Beaucoup moins, je pense. Beaucoup moins. Ah non, l'étape ça a été très très rapide en fait. Je pense que ça a même pas mis 6 mois, je pense. Même pas, vraiment très rapide. En fait, on a vraiment structurellement, on s'est séparé vraiment Bruxelles en zones. On était 2 par zone et on devait vraiment faire un relevé de tout ce qu'on voyait avec photos. Les architectes justement nous avaient fait faire des fiches. Donc on devait remplir pour chaque bâtiment potentiel qui pouvait nous intéresser. Donc effectivement, on en a visité plusieurs. On a fait un appel d'offres à Saint-Gilles. Il y avait l'école de Saint-Luc qui quittait ses locaux et donc qui mettait en vente. On a fait mais ça a été très pragmatique et l'idée n'était pas justement par rapport au rêve d'habitat groupé. On ne voulait pas se fixer sur un lieu. On voulait vraiment. L'idée, c'était vraiment d'aller au plus vite. Et donc, peu importe où on allait trouver ce terrain qui allait nous convenir, mais en termes d'espace, mais aussi de prix. Et voilà. Et ça, c'est pas. Voilà. Oui, c'est très important ce que tu dis de ne pas trop être fixé sur le rêve. On dit parfois que l'essentiel, c'est en habitat groupé, c'est de décider des choses avec lesquelles tout le monde peut vivre. Ça peut paraître amoindrissant, mais c'est vrai qu'on est plusieurs et ça doit d'abord être ça le projet. Et c'est vrai que à tel endroit ou à tel autre, il y a quand même aussi beaucoup de contraintes, hein, et il faut aussi saisir peut-être les occasions. Alors, est-ce que ça se passe de la même façon à la ferme de Lizé? Pourquoi c'est ce lieu-là et pas un autre? Pourquoi ce lieu-là? En fait, nous, on n'en a pas visité beaucoup. On est tombé très rapidement sur la ferme. Un ami m'a dit, Véronique, va voir là, je suis sûre que ça va t'intéresser. J'y étais, j'ai couru, j'ai senti que c'était le bon. Et voilà. En fait, donc, la troisième ferme qu'on a visitée, c'était la bonne. C'était le coup de cœur. C'était le coup de cœur. Voilà. Donc voilà. Et puis les autres ont accroché sur ce coup de cœur. Alors, est-ce que la banque a un conseil peut-être sur justement ce choix du lieu? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être vigilant quand on est justement en train d'essayer de sélectionner l'endroit pour notre projet?
Oui, tout à fait. Mais quand j'ai effectivement des clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, tiens, on a ce lieu-là, et surtout quand le groupe n'est pas encore trop constitué, je leur dis de très vite prendre contact avec l'urbanisme de la commune pour avoir un premier contact, un premier échange, parce qu'évidemment, d'une commune à l'autre, et même parfois au sein d'une commune, j'ai des exemples ici à Schaerbeek, où en fonction du quartier dans Schaerbeek, on peut ou pas transformer une maison unifamiliale en plusieurs appartements ou pas, donc voilà. Donc, allez voir l'urbanisme pour savoir quel est le ressenti, quelles sont éventuellement les prescriptions. Est-ce qu'on peut être à 5, est-ce qu'on devrait être à 7 ou est-ce qu'on ne pourrait être qu'à 3 ? Voilà, ça peut très vite avoir aussi l'incidence, évidemment. En ville, c'est l'urbanisme, mais aussi les pompiers. Parce qu'on a aussi des habitats groupés qui se sont cassés les dents sur un refus d'aménager une arrière-maison typique bruxelloise, hein, une maison à l'avant, une maison à l'arrière. Mais s'il n'y a pas d'accès pour les pompiers, ça peut être refusé. Donc, on sort un petit peu de l'aspect purement financier. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des trucs que je donne d'office aux clients. Oui. Et on peut peut-être même conseiller d'aller voir l'urbanisme avant de remettre une offre. Hein. On doit s'assurer simplement que le projet est possible. À la campagne aussi, il y a les questions de zone agricole. Je pense que c'est assez contraignant dans ce qu'on va pouvoir faire ou non sur le lieu du projet, ça, non ? Tout à fait. Donc, on a dû demander aussi, en plus, donc la première étape, c'était de voir le service urbanisme. On a rencontré le collège pour voir s'ils étaient partants pour nous accepter. On a dû rencontrer la région pour les convaincre de mettre 8 maisons dans une zone agricole. Les pompiers. Nous aussi, en fait, on a dû mettre une réserve d'eau parce qu'on est trop éloigné, etc. Et donc, toutes ces démarches, il a fallu les faire. Et la partie agricole, enfin, le fait qu'on soit en zone agricole, ça, franchement, c'était notre plus grand défi. Ouais. Voilà. Et donc, on a juste eu un avis neutre. Et pour nous, c'était déjà une grande victoire parce que régulièrement, c'est des avis négatifs, en fait. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, effectivement, quand on l'entend, on se dit il y a énormément de démarches. On pourrait penser que c'est presque un boulot à plein temps de constituer un habitat groupé. Mais Louis, tu parlais de groupe de travail. C'est aussi ça l'avantage de l'habitat groupé, c'est que tout le monde ne doit pas travailler sur tous les aspects. Hein. Voilà, c'est ça. Donc nous, en l'occurrence, on s'était organisé de telle façon que les tâches étaient réparties entre nous. Et donc c'était le fameux organigramme que vous avez pu voir. Il y avait donc un GT, le groupe de travail architecture, groupe de travail financier, groupe de travail juridique. Et donc tous ces groupes avaient chacun une mission, effectivement des tâches à accomplir. Là on revoit, je pense, sur l'écran les différents groupes de travail. Et tout ça remontait ensuite à nos réunions où on discutait des propositions des groupes de travail. Donc le groupe de travail, en fait, il se spécialise et rédige une proposition qui ensuite est validée ou pas par l'ensemble du groupe. Voilà, ça nous semblait. Donc en fait, le groupe de travail venait avec une proposition et puis cette proposition était discutée entre nous. Et alors, le fait qu'un tel ou un autre va aller dans tel groupe de travail, c'est en fonction quoi, des aspirations, des compétences Oui, alors c'est. Chacun qui choisit, hein. Voilà, donc c'était selon les affinités. Moi, je me suis retrouvé dans un groupe de travail juridique. J'ai aucune formation de juriste d'aucune sorte, et donc j'ai appris sur le tas les subtilités des différents montages. Une précision importante aussi, et ça c'était une solution apportée par Marc, notre coach, c'est qu'on comptabilisait nos heures de travail. Ce qui peut paraître un peu rébarbatif et un peu bureaucratique, mais ça a permis, je pense, d'assoupir des tensions éventuelles si certains faisaient trop par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est un système un peu compliqué, mais qui, je pense, à la longue a été assez efficace. Tout à fait. Est-ce qu'à la ferme de l'Élysée, on a aussi, Marion, divisé les tâches dans des groupes, ou est-ce que c'est tout le monde qui discute de tout et qui s'occupe de tout ? Non, ce principe de cercle qui relève de la sociocratie, je crois, nous a amené à aussi fonctionner en groupe de travail. Le fait est que je pense ne pas mentir, n'en déplaise à mes collègues, qu'au début, certaines personnes ont pris plus aussi parce qu'il y avait des spécificités. Toi, tu as de l'expérience en juridique, Timothée est architecte de formation. Donc, on a profité des spécificités de chacune pour faire en sorte que ces personnes soient réparties dans tel ou tel groupe de travail. Et il y a eu, du coup, une implication peut-être plus conséquente de ces personnes qui avaient des compétences spécifiques.
Et puis, mais c'est intéressant ce que tu dis sur comptabiliser les heures, parce qu'on en est à un moment de notre équilibre de groupe où on se dit comment équilibrer davantage les investissements. Et mais on n'en est pas à vouloir comptabiliser, par contre, nous. Mais donc oui, ce principe de groupe de travail, on l'applique toujours. Et donc chaque groupe émet une proposition, la soumet en grand groupe, et c'est comme ça qu'on avance. Oui. Je trouve aussi intéressant cette idée de compter les heures parce que on arrive parfois dans un projet comme celui-là un peu la fleur au fusil avec beaucoup d'idéal. Et c'est bien sûr sur la longueur qu'un éventuel déséquilibre peut venir créer des tensions. Et alors évidemment, c'est plus difficile de la rattraper par après. Et si on a un peu essayé de penser la chose et l'investissement de chacun, c'est très important. Nous, ce qu'on a fait aussi dans notre habitat groupé, c'est décider qu'il y avait des projets qui ne devaient pas concerner tout le groupe. Il y a certains qui ont voulu avoir des abeilles, certains n'étaient pas motivés par avoir des abeilles, mais c'est un projet qui ne nécessite pas l'adhésion de l'ensemble. Est-ce que vous avez aussi à l'échappée des projets qui ne concernent qu'une partie du groupe, peut-être Marie? Ah ben oui, totalement, oui. Là, je ne vais pas pouvoir parler parce que Voisins d'énergie, je n'en fais pas partie justement, mais c'est un des projets qui rassemble une partie des habitants, mais dont je ne fais pas partie. Il n'y a pas d'obligation. Disons qu'on est d'accord avec l'idée du projet, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'y inscrire. C'est ça. Voilà. Et chez vous aussi, j'imagine, notamment avec la coopérative, bien sûr. Pas la coopérative, tout le monde y est, tout le monde y est, d'accord. Mais il y a d'autres projets où c'est juste certains habitants qui le mènent, en fait. Ok. Alors un point que je voulais absolument aborder, parce que je pense que dans, on va dire, l'espace public, c'est quelque chose auquel on a tous dû faire face, ce sont les clichés qui collent à la vie en habitat groupé. Je pense que chez beaucoup de gens, on associe habitat groupé soit à une forme de communauté, comme on en voyait dans les années 60, mais ça peut aussi générer, on en parlait tout à l'heure, entre nous, un certain nombre de peurs, un certain nombre d'hostilité, peut-être même parfois du côté de certaines communes ou de certains habitants. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un cliché, justement, de cette image que les gens se font de l'habitat groupé? Ou alors plutôt, qu'est-ce qui est bien différent du cliché dans votre expérience à l'échappée? Oui, alors il y a une chose importante, et je pense c'était dès la base du projet, cette idée qu'il y a bel et bien une partition entre les espaces privatifs et les espaces partagés. Ça veut dire que les voisins sont toujours les bienvenus, mais aussi lorsqu'on ferme sa porte, la porte est fermée. Donc voilà. Donc c'est cette idée que à la fois il faut de la fluidité dans les rapports entre nous, et puis en même temps il y a des moments aussi où on souhaite se retirer chez soi. Et donc ça, c'est sans doute ça qui se démarque un petit peu du cliché d'habitat groupé façon communauté. Oui, en fait, c'est pas une communauté au sens où chacun a quand même son chez lui. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, les espaces communs, donc on a une cuisine commune, mais on n'y mange pas ensemble tous les soirs, par exemple. Donc, il s'agit bien, chacun a sa petite cuisine chez lui ou chez elle. Ça, c'est une première chose. Et alors, pour ce qui est du rapport avec le quartier, je pense qu'on tente, c'est pas facile de créer du lien aussi, donc en dehors des liens qu'on peut avoir entre nous, du lien avec le quartier. Ça se passe par différents types d'activités, mais je pense qu'on veille absolument à ce que l'échappée puisse s'inscrire dans un quartier avec des voisins et puis avec d'autres choses qui s'y font. On ne voulait pas être un îlot vraiment paradisiaque, mais sans communication avec l'environnement. Et je voulais aussi dire que quand même, nous, dans l'idée de l'habitat groupé, c'est que c'est des voisins, c'est des super voisins. Mais donc, c'est super voisins, et puis il y a les autres voisins. Donc, c'est juste une petite... Il y a les voisins choisis, et il y a les voisins, effectivement, qui étaient déjà là. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'à la ferme de Lysée, on a l'impression d'habiter dans un cliché aussi? C'est une question compliquée, quand même. Peut-être un cliché, mais avéré, mais il est bien, je trouve, c'est que le groupe
prend de la place dans sa vie personnelle quand même. Le fait d'avoir besoin de la concertation du groupe, même pour des projets individuels. Et du coup, oui, ça serait peut-être donner raison à ceux qui diraient des habitats groupés que ce sont des communautaristes ou que sais-je. Mais ouais, là, il faut quand même le vouloir. Il y a une démarche volontaire de mettre peut-être quelque chose de son confort personnel un peu de côté, parce que ça prend du temps de choisir ensemble la couleur des châssis. Par exemple. Question récurrente. Genre le truc pénible, quoi. La couleur des châssis. Et donc, tout est discuté longtemps. Et certains de mes amis qui vivent en habitat groupé le moquent gentiment, et je le comprends. Mais donc, c'est un cliché qui se vérifie quand même en partie, l'importance du groupe. Mais moi, je trouve que c'est une richesse folle. Oui. En fait, dans tout ce que j'entends, je trouve qu'on est loin justement de ce cliché, pour le coup, que les gens en habitat groupé seraient des espèces d'idéalistes déconnectés. On voit qu'en fait, il faut un très grand sens du concret, puisqu'il faut organiser des aspects juridiques, financiers, il faut organiser la manière dont on prend les décisions en pensant à beaucoup de choses. Et donc finalement, il faut plutôt les deux pieds sur terre aussi, hein, pour arriver là. Isabelle, est-ce que dans les gens qui viennent te voir, est-ce que tu sens qu'il y a des images qui ont la peau dure et qui résistent parfois et qui peut-être ne correspondent pas à la réalité? Oui, tout à fait, oui, effectivement, et on voit bien. Alors bon, déjà, on a effectivement ce rôle de pionnier, cette chance d'avoir déjà pu financer de nombreux types d'habitats groupés, et donc, en tout cas, pour la Banque Triodos, l'habitat groupé, c'est un mode de vie tout à fait acquis, compris, ce qui semble ne pas absolument être le cas de toutes les autres institutions financières, et on a quand même beaucoup de clients qui arrivent parfois un peu dépités en nous disant « Ah, vous nous comprenez !» Parce que les autres, ils nous sont fait les yeux de Merlan Free. Donc, et effectivement, cette idée de secte, de communautarisme, de mangeur de panais, pour rester poli, enfin voilà. On arrête pour les panais, ceci dit. Absolument pas, c'est délicieux, une bonne soupe de panais. Mais oui, effectivement, et on le voit aussi dans ces formes un peu plus innovantes qui fleurissent de plus en plus, comme le Community Land Trust. On a aussi maintenant, au-delà du Community Land Trust, de l'habitat léger en Community Land Trust, avec des yurts. Alors ceux-là, par contre, là, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Toujours pas pour la Banque Triodos, mais effectivement, vis-à-vis peut-être d'autres institutions financières, mais effectivement aussi des voisins de la communauté du reste. Et donc on a déjà chez Triodos un partenaire qui peut déjà entendre la demande, qui est habitué et qui ne va pas prendre peur, effectivement, par rapport à des projets qui sont des projets de vivre ensemble à plusieurs au même endroit. Alors tu parlais du Community Land Trust, et effectivement, je pense que c'est super intéressant d'aborder ces dimensions juridiques. Hein. Excusez-moi. Alors justement, à la ferme de Lizé, vous avez fait le choix de ce modèle juridique. Est-ce que, Véronique, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ce modèle? On a la DIA qui est déjà prête. Quelles sont les spécificités, les avantages aussi de ce modèle? Alors, avant d'expliquer les spécificités, je vais dire pourquoi on en est arrivé là. Alors, il y a une question qui est vite apparue dans notre groupe, c'est de la question de la propriété. Chez nous, ça a beaucoup travaillé. Là, on a beaucoup discuté avec cette idée que le sol ne nous appartient pas. Et du coup, voilà, ça c'était le tout début de nos réflexions. Alors, le Community Land Trust, ça concerne en fait, on parle en termes juridiques, je vais essayer d'être tout à fait abordable, on parle de démembrement, c'est-à-dire qu'il y a la propriété du sol, et même j'ai envie de dire du sous-sol, et puis il y a ce qui se passe au-dessus. Alors donc nous, on a créé une fondation, la fondation privée Champs-Élysées, qui est propriétaire de l'ensemble des terres. L'avantage, c'est que ça peut pas être divisé en fait. C'est une unité, c'est la fondation, celle qui appartient tout lui appartient, et ça veut dire que tout ce qu'on va y faire, on doit respecter l'objet social de la fondation. Et nous, en zone agricole, si on veut être sûr qu'on ne puisse pas y faire n'importe quoi, ben c'était très important. Donc il y a déjà ce démembrement sur lequel nous sommes venus mettre nos maisons, parce que les maisons, finalement, on avait encore même envie d'être propriétaires.
Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Alors, sur lequel on peut encore faire des petits rajouts, customiser le modèle. Et donc, on a fait un système de capture de la plus-value. Là, je vais franchement pas rentrer là-dedans maintenant, mais en gros, c'est pour éviter qu'il y ait que nos maisons flambent et que finalement ça devienne un endroit de bobos qui ont de l'argent et que tout le monde ne puisse pas acheter nos maisons. Donc voilà, si vous voulez des explications là-dessus, franchement, venez à la ferme de Lizé ou vous m'appelez et je vous expliquerai un peu plus en profondeur le CLT. Donc voilà, ça c'était l'idée. La fondation a le sol, nous avons nos petites maisons dessus. Et du coup, ça forme une forme de copropriété avec la fondation. Ah oui, nous avons notre petit schéma ici. Donc ici, vous voyez, hein, le sol est à la fondation. Pour que la coopérative puisse faire ses activités agricoles, en fait, c'est une espèce de location. On a trouvé un autre système, c'est pas un bail à faire. Mais donc voilà, la coopérative peut y faire ses activités. Vous voyez, il y a nos maisons qui sont dessus, qui elles sont en propriété privée. Et puis alors, nous avons toute une partie du bâtiment. Certaines parties appartiennent à la fondation et puis d'autres parties sont en copropriété. Pourquoi on en est arrivé là-dessus? C'est pas juste waouh, on avait envie d'être un peu compliqué. Pas du tout. C'est parce qu'en fait, en répertoriant toutes les activités qu'on avait envie de faire, il fallait que chaque activité puisse se faire et donc il y a une structure juridique qui est adaptée à chacune des activités. Et ça, si j'ai envie de donner un conseil à tous les groupes, ne commencez pas par réfléchir à la structure juridique. Vous commencez d'abord à savoir ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire ensemble, si vous avez envie de savoir si c'est une activité professionnelle ou pas, à quelle temporalité ça va avoir lieu. Est-ce que ce sont des choses que vous allez faire juste vous, juste quelques-uns? Et vous pouvez aller loin. Ça peut même être des choses peut-être hypothétiquement, mais c'est répertorier tout ça. C'est super important non seulement que tout le monde s'entende, voir un peu quelles sont les attentes des uns et des autres. Et c'est seulement sur base de ça qu'on en arrive à la structure juridique. Et nous, en fait, voilà, on était foisonnant d'idées et voilà. Et du coup, à un moment, on a essayé de faire un puzzle et nous, on est arrivé à cette structure juridique. On a été aidé évidemment par notre notaire, donc Pierre Hiverneux, qui nous a aidés à être très originaux dans notre structure. Alors, puisque son nom est cité, on peut effectivement dire deux mots sur Maître Herneux, qui est, on peut dire, le spécialiste pour les modèles juridiques d'habitat groupé et qui est donc de très bons conseils, effectivement. Moi, j'ai quand même une petite question plutôt technique, mais la fondation, elle est financée par les propriétaires? Alors, la fondation a fait un prêt auprès de Triodos. Et comment est-ce que la fondation rembourse ce prêt? C'est parce que chacun de nous, comme on vient mettre nos maisons sur le sol de la fondation, eh ben, oui, c'est pas une location, ça s'appelle un droit de superficie. Mais donc, on reverse tous les mois une petite somme. Ça dépend du plan financier, hein, évidemment, hein, d'accord, pour que la fondation puisse, elle, payer son crédit. Mais ce qui veut dire qu'à un moment, quand elle a payé le crédit, nous, on va quand même continuer à verser. Donc, la fondation, il a fallu montrer que le plan financier qu'on a fait était valable et qu'elle allait continuer à pouvoir faire des projets, continuer à remplir son objet juridique, en fait. Okay. Et du côté Triodos, est-ce qu'on remarque une mode ou un effet d'augmentation par rapport à ce modèle du CLT? Oui, effectivement, on en voit de plus en plus, mais j'aimais beaucoup ta réflexion, Véronique, effectivement, concernant l'idée de bien structurer d'abord et de ne pas tout de suite se focaliser sur un modèle juridique. On a certains clients qui nous disent « Ouais, nous, on va se lancer dans le CLT plus par mode, j'ai l'impression ». Et c'est aussi une réflexion, d'ailleurs, de Maître Herneux, de bien titiller pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, en tout cas, au niveau de la banque, j'aime toujours bien préciser aux clients qui ne sont pas trop pressés d'avoir leur idée du modèle juridique, puisqu'in fine, effectivement, ce sont des vases communicants. Oui. Ceux qu'ils ne vont pas acheter en terrain parce que la fondation va l'acheter, à moins qu'il y ait la fondation Roi-Baudouin ou un mécène généreux qui intervienne, ce sont les membres de la fondation, les habitants qui vont financer. Et donc, ce qu'ils ne paieront pas individuellement pour le terrain, ils le payeront via effectivement un droit de superficie, un droit d'amphithéose, une redevance ou autre à la fondation. Et donc, ce sont des vases communicants. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que financièrement, leur projet terrain et construction tient la route.
après, on verra qui paye quoi. Voilà. Mais ce sera eux à qui payer plutôt. Mais eux, voilà, les habitants paieront leur part, quoi qu'il arrive. Tout doit être payé. Voilà. Le modèle, c'est la façon dont on va le mettre en musique et le ventiler. Tout à fait. Alors à la ferme de l'Isée, on n'a pas choisi, à l'échappée, pardon, on n'a pas choisi le modèle du CLT. Marie, tu peux nous expliquer, donc d'abord la copropriété, ça veut dire quoi? Et alors pourquoi vous avez fait ce choix? La copropriété, ça veut dire quoi? La copropriété, c'est ce qui se passe souvent dans des immeubles quelconques. Donc, c'est juste qu'on est propriétaire chacun de son appartement. Et donc, avec des histoires de millièmes, donc de combien on a par rapport à la globalité. Et que les espaces communs, du coup, ici, appartiennent au millième. Je dois dire, je ne suis pas la plus forte juridiquement. En tout cas, je peux vous expliquer pourquoi on n'a pas choisi le CLT. C'est qu'à l'époque où on devait faire le choix, à Bruxelles, il n'y avait pas vraiment eu d'exemple déjà de modèle. Et donc, on a trouvé ça trop risqué, enfin, l'ensemble du groupe a trouvé ça trop risqué de se lancer dans le CLT alors qu'il n'y avait pas vraiment de modèle. Et que, donc, effectivement, il y avait Maître Erneux qui était conseil pour ça, mais qui ne nous a pas tellement conseillé de faire du CLT. Et après, c'est surtout Jo de Bizer qui nous a épaulé pour le projet. Et il nous a plutôt poussé vers la copropriété plus ou moins classique, qui est effectivement avec un cadre quand même effectivement pour la plus-value. En tout cas, on a essayé de régler ça, mais plutôt dans le ROI, je crois, dans le ROI. Donc c'est intégré dans le document de l'acte de vente. Je pense donc, en fait, le petit amendement qu'on a fait, même si c'est pas tout à fait légal entre nous, c'est effectivement la possibilité. Nous entendons. Voilà, on est entre nous, donc ça restera ici. De ponctionner effectivement une partie de la plus-value à la revente et que ça revienne au groupe. C'est ça. Pour le projet. Donc ça, c'est une possibilité qu'on s'est offert entre 0 et X%. Donc ça peut être 0%. Et alors, une autre chose qu'on a aussi intégrée dans le document, c'était un droit de préemption du groupe à l'achat. Donc si un logement se libère, le groupe a un droit priorité pour... Et puis il y a quand même une chose importante pour nous, même si c'est de l'informel, c'est pas tout à fait du légal, c'est qu'on estime que ceux et celles qui rentrent dans le projet doivent adhérer à notre charte. Donc ça c'est une sorte d'engagement moral évidemment qui n'est pas strictement juridique, mais qui est quand même importante. C'est ça. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est une question qui revient très souvent quand je partage aussi mon expérience d'habitat groupé. Les gens me demandent, oui, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'en va? Comme si tout à coup le projet allait s'écrouler parce qu'on n'y avait pas pensé. Évidemment que c'est souvent, dans chaque modèle, c'est prévu. Et c'est même prévu pour que n'importe qui ne puisse pas effectivement se retrouver au milieu d'un projet qu'il n'a pas choisi et pour lequel il n'est pas nécessairement preneur. Donc pour bien comprendre, au niveau de la copropriété, un habitant qui est dans sa maison, il est totalement chez lui. Oui. Quand il est dans un espace commun, il est dans un espace qui n'est pas divisé, donc qui appartient à l'ensemble du groupe. Il fait partie du coup comme les couloirs, les ascenseurs, voilà. Alors quand on achète dans votre habitat groupé, est-ce qu'il y a un montant qui est alloué à l'achat des communs et un montant à l'achat de la partie privée? Ou est-ce que c'est pas comme ça que ça va? Non. C'est une bonne question sur laquelle je n'aurais pas de réponse. Mais non, mais je crois pas. Non, je pense que nous, en tout cas, c'est un seul et même emprunt. C'est ça. Et oui, alors oui, c'est une bonne question. Est-ce que du coup, ouais, non, je ne sais. En fait, la question s'est pas encore posée puisque personne n'a encore revendu à l'échappée et donc acheté. Ça se passe bien. Donc ça se passe bien pour l'instant. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais je botte en touche. Désolé. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On dit il y a personne qui part, c'est que ça se passe bien, mais c'est aussi, je crois, prévu et pas du tout. Ça ne doit pas être perçu comme un problème. Cette idée qu'il y aura de la ventilation aussi dans un habitat groupé, qu'il y a des gens qui vont rentrer et sortir. Comment est-ce qu'on a géré cette ventilation à la ferme de l'Isée? Quelle est l'idée par rapport à ça? Donc, par rapport à un départ ou même à un décès, imaginons que je décède, mes enfants qui hériteront de ma maison de manière tout à fait classique vont devoir
être, comment est-ce qu'on va dire, la fondation va devoir les nommer comme habitants parce qu'ils sont en accord avec la charte. Si jamais mes enfants n'ont plus rien à voir, toutes les valeurs que j'ai voulu leur transmettre, j'aurais foiré, imaginons, du coup alors ça veut dire qu'ils vont devoir revendre ma maison. Et elle sera revendue à quelqu'un d'autre qui, lui, va adhérer à la charte et va être nommé comme habitant par la fondation. Alors nous, on n'a mis aucun critère, à part cette charte, il n'y a pas de critères autres en fait. C'est déjà beaucoup en fait, mais voilà. Par contre, si il y avait, je sais plus quel nombre on a mis, c'est 3/4 des habitants, je crois quelque chose comme ça, qui disaient mais non, là la personne à qui tu as revendu, ça ne va pas. Là, il y aurait une autre procédure qui serait mise en place. Et du coup, là, c'est les autres habitants qui doivent trouver un acquéreur pour la maison. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas, de votre côté, une sélection qui s'opère entre plusieurs candidats. C'est pas ça l'idée. Non, en fait, nous, c'est la ferme de l'Isée, ça c'est peut-être une particularité. Il y a certains habitats groupés qui mettent vraiment une sélection. Nous, en fait, on l'a jamais fait. Avec mon mari, là, c'était hors de question. Je me sentais pas de faire très délicat, ça. Hein, oui. Et donc, comme on avait déjà fait quand même un embryon de charte qui était très élevé, hein, on avait déjà visé haut. On s'est dit que c'est les personnes qui elles-mêmes allaient se filtrer. Et donc, nous, on a toujours dit, c'est les premiers arrivés qui viennent. Et puis voilà. Et le fait on a des chantiers communs tous les mois, on fait plein de choses ensemble. De toute façon, si ça ne doit pas aller, ça se verra, quoi. Mais donc voilà, on n'a pas fait de critères de sélection. Et même pour une revente, il n'y aura pas de sélection. D'accord. Voilà. Mais par contre, il peut y avoir de l'exclusion si vraiment, à un moment, il y a les 3/4 du groupe qui disent non, mais là. Oui, enfin, c'est pas vraiment de l'exclusion puisque la personne n'est pas encore rentrée. Non, voilà. Oui, c'est ça. C'est un refus à l'entrée. Voilà. Oui. Ça fonctionne de la même façon à l'échappée. Il n'y a pas de sélection non plus. En tout cas, nous, depuis le départ, oui, on ne voulait pas faire de sélection. Et donc, effectivement, c'est le projet qui a fait que les gens sont partis, venus, en fonction des vies de chacun. Et jusqu'à ce qu'on achète, évidemment, où là, le groupe est resté le même. Parce que là, quand même, ça devient un petit peu compliqué si les gens partaient. Mais en tout cas, on n'a pas choisi. Et quand il a fallu choisir, parce que il y a eu un moment où il y avait 3 appartements libres et où il fallait quand même des gens pour ces appartements, et qu'il y avait plusieurs, candidats. Alors là, je crois qu'on a fait en partie tirage au sort. On avait quand même donné une série de critères, notamment l'intergénérationnel, donc et aussi critères linguistiques. Oui, ça a plutôt foiré. Oui, au résultat des courses, oui, ça n'a pas donné une parité parfaite dans notre groupe, mais en tout cas, ça faisait partie des critères. Et donc, en fonction de ça, on a tranché. Voilà. Donc, le groupe, parce qu'on a dû effectivement. Je me rappelle qu'on a tranché qu'une fois, je crois. Oui. Une seule fois, on a tranché. Et on a tranché par les petits pas. Dans l'espace, chacun se répartissait et on essayait de se convaincre pour ceux qui étaient plutôt pour une personne ou plutôt pour un autre couple. Mais ça s'est bien passé. Non, ça a été très bien. Non, franchement, voilà. C'était 2 couples très différents et voilà. C'était pas... Je vais peut-être juste intervenir par rapport à ta question sur les critères éventuels. Je me permets juste parce que c'est vrai qu'on a déjà été confronté à ça au niveau de la banque dans des règlements d'ordre intérieur ou dans des chartes ou dans des actes de base où on voyait qu'il était stipulé que le groupe disposait d'un droit de refus. Nous, on va toujours préciser que ce n'est pas opposable à la banque parce que évidemment, en cas malheureusement de vente forcée du bien parce que l'emprunteur ne rembourserait pas son crédit, on peut pas se voir refuser l'acquisition par le groupe et le groupe dirait non, celui-là il veut bien racheter, mais malheureusement il nous convient pas. Maintenant, il faut savoir que je mets toujours ce petit bémol, mais c'est un cas rare. Jusqu'à présent, touche du bois, on n'a jamais dû vendre de maison en vente forcée chez Triodos, ni dans un habitat groupé ni ailleurs. Mais à côté de ça, en plus, c'est un processus assez long, évidemment. C'est pas du jour au lendemain, le client n'a pas remboursé une mensualité, on le met à la porte et on revend sa maison. Mais effectivement, on peut pas se permettre en tant que banque d'avoir ce genre de limitation en cas de vente éventuelle, et donc on va juste demander qu'il soit bien stipulé que ça n'est pas opposable à la banque. Oui, c'est ça. Et je pense que dans beaucoup de choses dans l'habitat groupé et dans son règlement d'ordre intérieur sont d'abord et avant tout des conventions entre habitants, mais ce n'est pas légalement, c'est toujours plus l'acte de base qui fait loi. Nous, dans notre habitat groupé, on a un système de sélection parce que tout simplement, quand quelqu'un rentre dans le processus,
il va venir nous rencontrer, participer aux journées des travaux communs éventuellement. On risque d'en perdre l'un ou l'autre. Pour celui qui vend, c'est assez insécurisant. Donc finalement, on en reçoit plusieurs. Et puis après, on a nous-mêmes inventé une méthode pour ne pas devoir discuter des gens entre nous en disant celui-là, il ne me revient pas, etc. Il y a une espèce de vote qui se fait avec des cartons de couleurs. Et alors ensuite, on va dégager des différents candidats de différentes enveloppes un espèce de nuage de couleurs. On va discuter des couleurs qu'on voit. Et sur cette base, on va choisir, on va dire, un nuage de couleurs et découvrir le couple qui était derrière ce nuage. À aucun moment on a parlé des gens. Hein, voilà. Et le nuage de couleurs, le vote, c'est vert, je suis très favorable, orange, je n'ai pas d'avis ou je ne sais pas vraiment dire quelque chose de pertinent, et rouge, c'est j'ai vraiment une objection. Voilà. Mais tout le monde a dans l'intérêt, et le groupe et leur vendeur, effectivement, à trouver quelqu'un. Donc, il faut savoir que il y a quand même beaucoup de prétendants à habiter en habitat groupé. Ce n'est pas souvent la partie la plus difficile, je pense, de trouver des gens. Hein. Alors justement, puisqu'on parle du profil, il y a une question que je trouve extrêmement importante et qui est parfois éludée. C'est la question de savoir si habiter en habitat groupé, c'est fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut quand même un certain profil. Est-ce que n'importe qui a cette envie, parce que bien sûr il faut en avoir envie, mais est-ce que ça suffit d'en avoir envie, peut-être, Marion? Eh bien, écoutez, on en parlait entre nous tout à l'heure. Il y a un profil, je trouve, sociologique. Nous sommes tous blancs, a priori en couple, hétéronormés, avec des enfants, et donc avec un certain bagage culturel et un capital aussi financier. Donc ça détermine quand même, un cercle particulier de prétendants à vivre en habitat groupé. Et donc, est-ce que tout le monde peut, oui, comme vous disiez aussi Isabelle, comme tout qui veut acquérir un bien immobilier, voilà, il faut pouvoir répondre aux critères d'un crédit hypothécaire. Et après, l'avantage, c'est pour moi et mon compagnon, qui avions du mal à trouver en maison unifamiliale avec une banque traditionnelle, on a pu avoir notre maison dans le cadre de l'habitat groupé, ce qui semblait impossible dans le cadre encore une fois, d'une maison unifamiliale. Donc ça a cet avantage-là pour Triodos, qui a cette ouverture d'esprit d'admettre que les moyens sont pas tous les mêmes au sein d'un groupe, et que du coup les moyens élevés d'un ou plusieurs couples permet de lisser un peu l'acquisition globale d'un bien. Donc ça a quand même ceci de bon, même s'il y a une espèce d'homogénéité dans les profils, je trouve. Alors, bien sûr, donc au niveau socio-économique et sociodémographique, il y a une espèce de filtre, mais au-delà, au niveau, on va dire, des caractéristiques peut-être plus psychologiques, la vie en groupe, est-ce que c'est fait pour tout le monde, Véronique? Je dirais non. Ouais. Même si ce serait bien, ouais. Mais voilà, il y a du chemin, je crois, parfois à faire. Ça nécessite quoi? Ça nécessite de l'attention aux autres, de pouvoir parfois se mettre un peu de côté, sans trop aussi, pouvoir dire non, mais là c'est très important pour moi. Donc vraiment pouvoir bien être aligné avec soi-même, pouvoir le communiquer d'une certaine manière au groupe. Voilà, ça c'est aussi des apprentissages que nous avons fait, que nous continuons à faire. Et donc il faut que les gens aient envie, en fait, de pouvoir s'inscrire dans un certain processus. Oui, je dirais que la communication est très importante. Pouvoir exprimer comment on se sent aux autres, pour qu'eux aussi puissent le ressentir. Ça, j'imagine que, comme beaucoup, en début, on fait nos météos et voilà. Mais ça, c'est typiquement un exercice que tout le monde n'a pas envie de faire. Vous expliquez le donc, principe voilà, de la météo. Tour de météo, avant de commencer une réunion, pas nécessairement systématiquement, mais quasiment, nous prenons le temps de savoir chez chacun comment on se sent. Ça nous permet de nous reconnecter, ça permet de comprendre, pendant la réunion, c'est vrai que là, il était un peu fort, mais il nous avait expliqué qu'en fait, pour l'instant, c'était une période pas facile, etc. Donc, du coup, c'est vraiment faire le tour de chacun. Si tu n'as pas envie d'y participer, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais de dire comment on se sent aux autres. Et donc ça, c'est quelque chose, un petit exercice, mais qui n'est peut-être pas
tout de suite possible pour tout le monde, mais avec de l'exercice. Ouais. Voilà. Et à l'échappée, Louis, vous avez l'impression aussi qu'il y a un profil qui est nécessaire peut-être pour entrer dans un tel projet? Je pense que le profil, il peut changer au fur et à mesure du projet lui-même. Donc, moi, je dois vous dire qu'à la base, j'étais pas forcément quelqu'un qui allait vers du collectif ou une vie en commun. Et au fil du temps, je me suis fait à ça. Et du coup, maintenant, j'aime. J'apprécie de vivre en collectivité, en tout cas partager des choses avec les gens avec qui j'habite. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas figé une fois pour toutes. Je pense que il peut y avoir un processus qui fait que ça change. Ouais. Nous, on aime bien dire dans notre projet que le premier projet, c'est de vivre ensemble. Et parce que sur tout le reste, on doit faire beaucoup de concessions tout le temps. Et donc, si on voulait absolument réaliser notre rêve très précisément tel qu'on l'a imaginé, on risque d'être déçu. Si par contre, le premier projet, c'est celui de vivre ensemble, ça, c'est quand même la caractéristique avec laquelle on est sûr de rencontrer, quoi. Mais c'est vrai que ça demande quand même un certain type d'effort. Hein. Marie, Oui, je voulais juste préciser que quand même, l'habitat groupé n'est pas seulement réservé à ceux qui ont les moyens justement financiers, puisqu'il y a quand même des projets qui sont aidés par l'État et qui sont comme l'Espoir, je ne sais plus qui est exactement à la base du projet, ou Tivoli. Ça fait diminuer de beaucoup les coûts et donc c'est pas exactement... voilà. Donc, il y a aussi des moyen, projets de propriétaires qui vont justement mettre une partie en location tout à fait, qui va devenir exactement. du coup beaucoup plus accessible à des voilà, gens. C'est ça. Et donc, je ne voudrais pas juste dire que c'est le Graal pour tous ceux qui ont de l'argent, mais ça peut être aussi accessible, voilà, pour peu qu'on trouve un bon cadre. C'est voilà. même important hein, voilà. de ne pas en faire des petits clubs de justement, riches. C'est pour ça que voilà. Ça suppose des investissements des banques et aussi des pouvoirs publics. Donc ça, je pense que c'est aussi un message à adresser. Bon, Triodos le fait, c'est bien, mais je pense que ça pourrait être effectivement adressé plus largement aussi au pouvoir public, notamment via les CLT à Bruxelles. Oui. Est-ce que, Isabelle, tu as l'impression que le profil s'élargit ces derniers temps par rapport aux prétendants à ce type d'habitat ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vrai que, pour reprendre une expression, il y a quelques années, on avait effectivement l'impression que c'était quand même réservé à des bobos. Mais depuis quelques années, grâce à l'émergence, entre autres, du Community Land Trust, qui permet justement ce démembrement, et alors via l'investissement de parties externes, des fondations, des mécènes, voilà, des pouvoirs publics, on peut économiser une partie du terrain. On va payer un droit, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, un droit d'amphithéose, un droit de superficie pour la location du terrain, mais ce n'est pas un coût d'achat, un one-shot à devoir financer à l'entrée, avec les frais, les droits d'enregistrement qu'on connaît, qui sont quand même très élevés, qui peuvent rebuter pas mal de personnes, qui représentent quand même entre un tiers et un quart dans un projet d'habitation. Donc effectivement, ça c'est déjà un des points. Et alors à côté de ça, on voit aussi dans l'habitat groupé le fait de pouvoir justement diminuer les parties privatives, puisqu'on a justement tous ces espaces communs. On n'a pas besoin d'avoir tous une chambre d'amis, on n'a pas besoin d'avoir tous un bureau, une salle de jeu pour les enfants, puisque ces espaces-là sont là et sont partagés. À Bruxelles, on n'a pas besoin d'avoir un jardin. Enfin si, on en a un, mais il est partagé. Et c'est vrai que sans quoi, avoir un jardin à Bruxelles, c'est devenu presque impayable, en tout cas pour une famille standard, je dirais, alors que l'habitat groupé, justement, grâce à la mise en commun du terrain, va permettre à pas mal de gens de le faire. Et donc effectivement, on voit de plus en plus de gens venir avec des projets qui vont tourner autour de 100 150 000 euros, grâce aussi à des maisons vraiment beaucoup plus petites. On voit aussi maintenant l'émergence des maisons containers, des maisons, voilà. Les tiny houses. Oui, tout à fait. Ou alors on va même dans les yourtes et autres, pourvu qu'elles soient fixées au sol et immobilières, on peut commencer à les financer. Alors bon, il y a encore l'acceptation par l'urbanisme et le fait de pouvoir s'y domicilier. Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, au niveau du financement, on commence à voir aussi l'émergence de ces nouveaux formats-là, avec effectivement alors un financement qui devient beaucoup plus abordable. D'accord, très bien. On a parlé de la banque comme acteur extérieur, on a parlé du notaire, il me semble, un autre acteur très important dans un projet d'habitat groupé, c'est l'architecte. Alors, Véronique, quel est son rôle à l'architecte dans un projet tel que celui de la ferme de l'Elysée ?
Alors, notre architecte, on a choisi très rapidement Hubert Sauvage, il nous a aidés, pour voir si le projet était réalisable ou pas. Il nous a aidés à faire les premiers plans, qui après, quand le groupe a été constitué, ont encore bougé, mais au moins, c'était une première ébauche. Il nous a vraiment aidés à convaincre la commune, au niveau stratégique. Véronique, il faut dire ça, il faut faire ça, etc. Vraiment, en termes de stratégie, il a été impeccable. Comment convaincre la région, donc vraiment tout ce qui est l'administratif, le lancement du projet, il a été super important. Alors, je pense que, je t'interromps, Hubert Sauvage, c'est un architecte qui est spécialisé, en habitat groupé. Est-ce que tu penses que c'est important d'aller vers un architecte qui est spécialisé ou n'importe quel architecte peut faire ce travail? J'ai envie de dire ça dépend. Nous, il y avait quand même la particularité, on était en zone agricole. Il fallait convaincre la commune qui, franchement, au départ, n'était pas partie prenante particulièrement. Et donc, pour nous aider pour la stratégie, franchement, il fallait qu'ils s'y connaissent. Après, pour les divisions, peut-être que n'importe quel architecte sait se débrouiller. Ceci dit, il nous a fait vraiment faire tout un travail aussi de réfléchir. Mais tiens, l'architecture, la manière dont c'est pensé, est-ce que ça ne crée pas des conflits? Le nombre de portes, on sait tous rentrer et sortir de nos maisons en rentrant par la cour où tout le monde nous voit, mais on peut tous sortir aussi par une porte où personne ne nous voit, discrètement. Ouais. Ça paraît bête, mais en fait, si au quotidien, c'est intéressant. Donc tout ça, le fait que lui ait ce regard-là, était intéressant. Il nous a vraiment aidés. C'était pour mettre le montant, pour diviser, voir combien chaque maison allait coûter. Donc pour le plan financier, il a été aussi indispensable. Et donc, il nous a aidés aussi. Il y a des moments où c'était un peu, parfois pas compliqué, mais quand même. Et donc, stratégiquement, il disait, là, c'est important que vous ayez discuté ça. Il y a encore des choses maintenant qui nous disent, tiens, est-ce que vous avez parlé de ce point-là? Parce que peut-être qu'un jour, le problème va arriver. Donc, en plus qu'architecte, il a été coach aussi. Oui, et c'est parfois aussi une forme peut-être de médiateur entre des avis divergents. Quelque part, l'architecte étant extérieur, enfin, c'est pas toujours le cas, mais l'architecte étant extérieur au projet, il a aussi un regard peut-être parfois plus objectif. Si je peux rajouter, et Marion me le rappelait tout à l'heure, il a été super important, donc c'était pour voir aussi pour nos quotités. Parce que il n'y a pas que la superficie, il y a possibilité de rajouter d'autres critères. Et donc le fait, si à un moment on s'était exercé, nous dans notre groupe, il y avait un sous-groupe de travail qui essayait de faire cet exercice-là, mais ça n'allait pas, on était partie prenante. Voilà. Donc vraiment, c'était ce regard. À un moment, il a dit non, mais ça arrêtez, ça c'est moi qui le fais. Pour savoir qui paye quoi. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'à l'échappée, Marie, l'architecte a aussi eu un rôle important dans l'aventure? Est-ce qu'il en a encore un aussi peut-être? À l'heure actuelle, non. Mais il en a eu un, oui, évidemment, pendant tout le projet. Et justement, puisqu'on n'avait pas de terrain, donc du coup, pour la sélection du terrain, en tout cas, justement, ils nous ont orientés sur la superficie du terrain, sur les besoins. Tu conseilles de trouver l'architecte avant même le lieu? Nous, en tout cas, oui, c'était vraiment en amont pour nous aider dans la réflexion, pour établir la liste des besoins de chacun, en termes d'espace. Donc, chacun avait mis un peu ce qu'il attendait. Et effectivement, sur la sélection, dans les rapports à l'urbanisme, Véronique parlait de coaching. Oui, c'est ça, c'est qu'ils savent aussi ce qui va passer, ce qui ne va pas passer. Voilà, donc c'est intéressant. Directement, il y a des terrains, ils voient que ça ne va pas aller. Enfin, c'est quand même un regard. Est-ce que c'était chez vous un architecte qui était spécialisé dans ce type de projet? Alors, donc Steck et Fras, qui ont été architectes sur notre projet, étaient... Je ne sais plus à quel moment, mais en tout cas, ils ont fait leur habitat groupé, mais je ne sais plus si c'est avant ou en même temps. Je crois que c'était en même temps, c'était en parallèle. Qui faisaient, en fait, au départ, ils étaient seulement les architectes du projet de Brutopia. Et en fait, finalement, ils y habitent comme habitants. Donc voilà. Mais au départ, ils étaient que les architectes. Et puis, ils ont été partie prenante du coup. Ils se sont convaincus eux-mêmes. Voilà, ils se sont convaincus. Et ce que je voulais dire, en tout cas par rapport aux architectes, c'est qu'effectivement, pour les quotités, en tout cas, c'est clairement eux qui les ont mises, effectivement, parce que nous aussi, c'était pareil. Comme chacun a des envies et déjà des vues sur certains appartements, il faut quelqu'un qui tranche et qui dise, voilà, ça va, ça coûte tant, ça coûte tant. Et voilà, ça c'était un moment un peu d'ailleurs délicat. Et voilà. Ouais. Mais ça dit très bien géré, parce que je sais qu'on a dû chacun poser des choix pour tel ou tel lot.
avec 1, 2, 3. Oui, ça c'était dans la demande, c'est-à-dire qu'on puisse chacun trouver au moins 1 ou 2 choix dans ce qu'ils allaient faire comme projet. Et au final, je pense que sur les 18 logements, 16 ont eu leur premier choix et 2 leur deuxième. Donc voilà. Et donc ça, c'est quand même les architectes qui s'imaginent le groupe en fonction des besoins des uns et des autres. C'est très important. Voilà. Donc là, ils ont bien joué leur coup. Ouais. Tout à fait. Est-ce que je peux rajouter bien par sûr. rapport... Alors, dans notre groupe, on a aussi un architecte et un truc qui a été, moi, je trouve vraiment une plus-value pour notre groupe, c'est le fait qu'ils soient plusieurs et qu'ils doivent discuter. Et du coup, on a pu confronter, enfin, pas confronter... c'était agréable, hein, mais voilà, c'était dans la bienveillance. Mais du coup, il y a eu des discussions et pour nous, ça nous a fait vraiment, ça nous a porté encore plus haut quand il peut y avoir une coopération d'architectes. C'est ça. Donc bien sûr, il y a l'architecte qu'on va voir en groupe, il y a le notaire qu'on va voir en groupe. Est-ce qu'on va voir la banque en groupe ou est-ce que c'est plutôt chaque fois des foyers ou des individus qui viennent te voir, Isabelle? Oui. Alors, en fonction effectivement de si le porteur de projet à la base est encore une seule ou éventuellement déjà peut-être 2 unités, ou si le groupe est déjà constitué, le porteur va venir nous voir. Et donc, parfois, on a un premier rendez-vous directement avec un groupe constitué déjà de plusieurs entités, parfois pas. Ça dépend du stade du projet. Mais on va toujours essayer, effectivement, si le groupe est déjà constitué, d'avoir un premier rendez-vous avec tout le monde. C'est important de pouvoir expliquer la même chose à tout le monde et que les gens puissent aussi après justement se dire elle a dit ça, non c'est pas ça, t'as rien compris, elle a dit ça. Bon, je leur dis toujours de me rappeler parce qu'il vaut mieux mettre les choses à plat évidemment et être sûr de ce qu'on a compris, surtout quand on connaît éventuellement pas bien le sujet. Mais alors après on va toujours avoir aussi des rendez-vous individuels avec les personnes, puisqu'évidemment on va financer de façon individuelle, sauf quand il s'agit d'un achat d'un terrain ou éventuellement d'un bâtiment où il n'y a encore aucun projet de division, où on n'a aucune idée justement des quotités du plan financier et où la personne ne sait pas combien elle doit demander en crédit. Alors évidemment, à ce moment-là, on va faire un crédit en indivision à l'ensemble du groupe et puis on divisera par après. Mais sans quoi, on va essayer, quand c'est déjà possible, d'avoir une idée assez précise du budget de chaque entité, de octroyer le crédit directement aux individus, même si le bien n'est pas encore divisé. Ça, c'est une petite spécificité chez Triodos, c'est qu'on veut bien prendre le bien encore non divisé en garantie dans chacun des dossiers. On divisera par après. Et donc ça permet d'avoir déjà une analyse de risque individuel. Ça permet aussi, justement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Marion et Véronique, d'avoir effectivement pour la banque un certain lissage du risque. Oui. On va avoir une dizaine de dossiers, peut-être avec des revenus un peu plus faibles, un peu moins de fonds propres, des personnes plus âgées, enfin peu importe, il y a toutes sortes de risques pour une banque. Des dossiers vraiment très solides, beaucoup de revenus, beaucoup de fonds propres, des dossiers moyens. Mais avoir l'ensemble des dossiers va permettre de lisser le risque. Et donc oui, on va se dire, OK, on accepte les 10 dossiers, mais ce sont bien des dossiers individuels qu'on va financer. Si jamais il y en a un qui ne paye pas, on ne va pas aller chercher chez les voisins. Oui, évidemment. On ne va pas faire de saisie mais sur le salaire du voisin. Mais il est possible, en tout cas, de venir en groupe dans un premier temps. Tout à fait, effectivement. Et alors, effectivement, on l'évoquait aussi tout à l'heure, les groupes de travail. Et c'est vrai que dans certains habitats groupés, tels que l'échappée, on a aussi évoqué Brutopia, par exemple, qui a aussi fonctionné fort avec des groupes de travail. Ils avaient le même coach que vous, Marc Van den Dries. Effectivement, j'ai eu affaire pendant tout le processus, souvent au groupe de travail finance. Et puis alors, une fois que le projet est fort mûri et que chacun sait combien il a besoin, et voilà, alors là, il vient me voir de façon plus individuelle. Mais oui, effectivement. Donc, en fait, on voit de tout. Le groupe de travail, le groupe en entier ou les individus. C'est ça, il y a plusieurs formules qui existent. Ouais. Alors, le temps avance, mais avant de conclure, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé qui me semble pourtant important. On a parlé de la façon dont on va décider en habitat groupé. C'est un mot qui est beaucoup revenu, c'est la sociocratie. Il y a des discussions qui durent parfois très longtemps, sur des sujets qui de l'extérieur peuvent avoir l'air absolument minuscules. Et pourtant, je pense que dans tous les habitats groupés, on sait qu'il faut faire ça avec une certaine méthode pour ne pas créer sur la longueur, on va dire, du ressentiment. Très souvent, j'entends cette méthode de la sociocratie. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette méthode ? Marion. Oui, si ça te va, si tu me complètes. Je crois qu'il y a 4 critères. Il y a le fonctionnement en cercle, qu'on met en pratique, et vous aussi, avec les groupes de travail. Il y a le mode de prise de décision par consentement, donc qui diffère du consensus. On ne doit pas
tous être d'accord. Il y a la notion de, par rapport à une proposition donnée, je peux vivre avec. C'est un peu peut-être un consensus à la belge, mais avec tout l'amour que j'ai pour les Belges, je suis française. Mais c'est de dire, j'ai une objection par rapport à une proposition, je vais la bonifier. Donc c'est pas seulement dire je vote contre, mais c'est améliorer la proposition par rapport à ce qui moi me gêne. Et alors le groupe doit se remettre d'accord sur cette proposition qui a changé et jusqu'à arriver à ok, je peux vivre avec cette proposition. C'est assez précieux, je trouve, comme nuance par rapport au consensus ou au vote pur et dur. Il y a encore 2 autres critères, mais peut-être vous pouvez me compléter. Je sais plus lesquels ils sont et je crois qu'on les met pas. Il y a le fait que la voix de chacun est à un même niveau. Ouais. Et alors il y a aussi toutes les étapes qu'on va suivre. Ah, il y a l'élection sans candidat aussi. Oui, ça c'est. Oui, mais même il y a toutes les étapes qu'on va suivre. Voilà, d'abord on va vérifier qu'on ait bien compris la proposition, on va poser des questions, et puis après seulement on va voir, tiens, au niveau émotion, tiens, comment est-ce qu'on l'accepte, puis après on va voir s'il y a des objections, puis s'il y a des bonifications, etc. C'est peut-être des étapes qui paraissent, elles sont formelles, mais vraiment moi je trouve ça très précieux pour aller jusqu'au bout des choses. Et je pense qu'une caractéristique, et ça se ressent dans la manière dont vous en parlez, c'est que ce qui est au centre, c'est la proposition. Et on évite ainsi les bilatérales, les affrontements. Oui, mais toi... non, on parle de la proposition et toujours c'est mon problème par rapport à la proposition. Et exact. je pense que ça atténue pas mal de tensions. Est-ce qu'on fonctionne aussi en sociocratie à l'échappée? Oui. Tout à fait. Oui, je te laisse. Mais juste un exemple, je pense que sur l'ensemble du processus, on a dû voter une seule fois. Sur toutes les décisions qu'on a pu prendre. Et je me rappelle très bien, c'était sur le chauffage au sol. Ah oui. Parce qu'on voulait du chauffage au sol, sachant qu'effectivement, ça concernait tout le monde. C'était soit du chauffage au sol partout, soit chez personne. Je crois que c'est la seule fois qu'on a voté. Tout le reste, effectivement, passait par ce processus de... Qui est marrant parce que je ne m'en rappelais pas comme un vote, mais comme une décision par pas, petit pas, justement, dans l'espace. Tu vois, c'est marrant. Chacun a son souvenir. Chacun a son souvenir. Mais c'est vrai que c'était la question qui était un peu difficile, mais qui a, voilà, finalement. Et donc, vous avez été formé pour cette méthode? Et alors, du coup, justement, donc on avait fait, dès le début du projet, en fait, on faisait des week-ends tous ensemble pour apprendre à se connaître et pour. Au départ, on voulait à chaque fois faire des week-ends qui étaient juste sympathiques pour apprendre à se connaître et toujours se glisser des réunions et tout ça. Et dans un de ces week-ends, on s'était dit que là, on avait décidé qu'on organisait une réunion. On avait invité un facilitateur. Et ce facilitateur, en fait, au bout du week-end où il nous a aidés à prendre des décisions et donc à pratiquer la sociocratie, il a décidé de rejoindre le projet. Donc du coup, voilà, nous avons bien mis en place cette façon de procéder. Il nous rappelle toujours, et là, je mets ma casquette de facilitateur, là, je l'enlève, là, je parle pour moi. Donc voilà, et donc ça c'est très précieux parce que juste au lieu d'avoir été juste une fois où on avait été confronté à cette question, mais voilà, quotidiennement à chaque réunion, il nous rappelait un peu les principes et normalement on est tous capables maintenant de pouvoir le faire. Voilà. Oui, et en fait, sans prétention pour ce qu'on fait dans les habitats groupés, je crois qu'il y a aussi un rôle de précurseur. Moi je sais que ça devient très difficile pour moi d'aller faire des réunions au boulot. Parce qu'on est très loin parfois de... J'espère que mes employeurs ne m'entendent pas. On est parfois très loin de la sociocratie. Et quand on a pris l'habitude d'un certain niveau d'écoute et de respect, il y a des réunions où on se dit vraiment à l'extérieur, mais ici ça se passe vraiment n'importe comment, hein, avec des gens qui prennent plus de place. Et pourtant, moi j'ai cette tendance à prendre de la place, mais la sociocratie, on fonctionne par tour, et donc ça évite tout ce genre d'écueil. Et là, on se dit, on est aussi le laboratoire de quelque chose, parce que y a plein d'autres endroits de décision dans la société que celui de l'habitat groupé. Et là, peut-être on est un petit peu en avance sur notre temps. Je ne sais pas évidemment si la banque intervient dans les discussions qui sont plus à l'intérieur de la vie de l'habitat groupé, mais j'imagine que ce sont des mots et des notions que tu entends souvent de la part des porteurs de projets, quoi. Oui, tout à fait. Mais effectivement, on n'intervient absolument pas, mais on va faciliter.
Parce qu'au moins, on a une politique de tarifs tout à fait transparente et éthique. Oui. C'est-à-dire que chez Triodos, il n'y a pas de négociation de tarifs. Et donc, ce qu'on peut éventuellement peut-être retrouver ailleurs, qui est justement que les plus gros revenus, les plus gros dossiers vont pouvoir négocier, avoir des avantages, ça n'a pas lieu chez Triodos. Et ça, au moins, ça facilite la vie de l'habitat groupé. On est dans le même tarif. Alors, effectivement, il y a des tarifs différents en fonction du risque. Et donc, oui, bien sûr, si on emprunte à une quotité plus élevée, le tarif sera un peu plus élevé. Et donc, oui, quelque part, ceux qui ont peut-être plus de moyens, enfin, de fonds propres, vont pouvoir éventuellement avoir un tarif un peu plus bas. Mais par exemple, au niveau du taux d'endettement, c'est 33-40% maximum, quels que soient les revenus. Et ce n'est pas parce qu'on gagne 7 000 € qu'on va pouvoir emprunter beaucoup plus. Alors oui, par rapport à ses revenus, mais on ne va pas pouvoir s'endetter dans une autre mesure. Et donc voilà, je le dis parfois aux clients, je dis au moins ça, c'est déjà un sujet sur lequel il n'y aura pas de discussion entre vous. Ah, mais toi, tu as eu ça et moi, j'ai eu seulement ça. Non, battez-vous si vous voulez sur la couleur de la peinture. Je ne savais pas que les châssis pouvaient poser problème, mais voilà, moi je prenais plutôt la peinture. Mais nous, c'était le revêtement de la cour. Ou alors le bardage extérieur aussi. Mais voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose dans lequel on intervient absolument pas. C'est pas le rôle de la banque. Pas le rôle de la banque. Évidemment. Avant de conclure, peut-être sur une note positive, je voudrais qu'on fasse un petit détour peut-être par une note, je ne vais pas dire négative, mais j'aimerais bien vous poser la question, au regard de l'expérience passée, aujourd'hui, si vous vous relanciez dans un projet d'habitat groupé, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Quels conseils vous auriez aimé entendre avant de vous lancer, que malheureusement vous n'avez pas entendu? Alors peut-être pour la ferme de Lizay en premier. Mais en fait, on en a discuté, Marion et moi, et j'arrive pas à répondre à la question. Ah, mais c'est bien. Sincèrement, je dis pas que tout a été facile, mais avec le recul, c'est que, voilà, on l'a bien géré en fait. Donc, tu peux. Non, je vois pas. Je vois pas ce qu'on. Voilà, désolée sur cette question. Où tout devait se passer comme ça. C'est plutôt ça en fait. C'est pas que ça a été parfait. Il y a des moments où c'était plus difficile. Notamment, on a eu les prix que Yvan et moi on avait annoncés au début. Finalement, comme on a rechangé les plans, il y a des choses qui ont changé. Et du coup, il a fallu revoir. Tiens, est-ce que tout le monde était ok pour continuer dans le projet? Et donc, ça a été un moment pas facile, mais on l'a bien géré. Pourquoi? Parce qu'on avait pris le temps avant de bien se connaître. On avait pris le temps de voir comment on allait gouverner, etc. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que même les vents, les grands vents qui nous ont traversés, on les a bien construit aussi le groupe, en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Non, je crois que on recommencerait de la même manière. Oui, il me semble aussi. Et à l'échappée, est-ce qu'il y a des choses qu'on referait différemment, Marie? Moi, je ne referai rien différemment. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, à part, évidemment, on a toujours envie que ça se passe plus vite, mais je crois qu'on a vraiment mis tout notre maximum pour que ça se passe au plus vite. Et voilà, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait changer. Je trouvais que c'était assez bien. Mais juste un petit regret, mais on en a déjà parlé, c'est effectivement la question de la mixité sociale, mais je pense que c'est compliqué. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'on était nous-mêmes un peu pris dans quelque chose de plus grand que nous, mais bon, si c'était à refaire, voilà, je pense qu'on aurait pu peut-être plus pousser cet aspect-là. L'attention là. Dans mon cas, je voulais quand même préciser, parce que ça c'est quand même un point que nous on ferait différemment, c'est nous on n'a pas choisi un notaire spécialisé sur ces questions-là, et c'est vrai que par rapport à tout le panel de possibilités de modèles juridiques, je pense que ce soit Maître Erneux ou un autre évidemment, mais aller vers un notaire qui est spécialisé, parce que cet aspect-là est quand même extrêmement important, quoi. Alors, il nous reste 2 minutes 20, et je vous l'avais dit, je voulais finir sur une note positive. Peut-être vous pourriez chacun dire finalement pourquoi vivre en habitat groupé, c'est quoi, on a parlé de beaucoup de difficultés, mais où se situe pour vous finalement le gain principal de ce choix que vous avez fait? Véronique, peut-être en premier? Moi, c'est de savoir que j'ai autour de moi des voisins qui seront prêts à relever des défis et à mettre des projets en place. Et voilà, ça c'est vraiment mon point. Et peut-être aussi pour la qualité de vie pour mes enfants. C'est très très gai. Ils sont ravis en tout cas. Et eux, en plus, n'ont pas toutes ces démarches difficiles à faire pour vivre en habitat groupé. Mais ils nous ont soutenus tout le long, ils étaient vraiment partie prenante. Si, pendant que nous on fait des réunions, eux aussi. Et alors on les a retrouvés une fois
au tout début, alors qu'on n'avait jamais parlé de ça, assis en cercle, avec un bâton de parole, en train de discuter, alors qu'on n'avait rien initié du tout. Et puis maintenant, ils ont leur... voilà, leur manière aussi de discuter, ils ont appelé ça leur silence bruyant. Enfin voilà, donc il y a des choses qui ont été mises en place, mais naturellement ils l'ont fait, donc c'était très gai. C'est très gai. Marion? Pouvoir accueillir ma voisine Chloé qui vient boire un café chez moi ou aller voir, je sais pas, Jenny chez elle. Alors ça peut peut-être se faire dans n'importe quelle bête copropriété, on s'entend, hein, immeuble, machin, mais il y a un truc en plus où c'est pas seulement des voisins-voisines, j'habite avec des camarades, des amis en fait, des gens qui de plus en plus deviennent mes amis et donc je reviens sur cet aspect humain, en fait, assez fondamental, je trouve. Et c'est vrai, ce que tu dis aussi, c'est tous les moments informels, parce qu'on parle des réunions, etc. Ouais. Mais l'habitat groupé, c'est aussi se croiser sur le parking, c'est lancer un apéro, parce qu'il fait beau, bien sûr. Tout à fait. Louis oui, mais je rejoins ce qui a été dit par Véronique et Marion. Effectivement, c'est une chance d'habiter un lieu, mais qui est un lieu un peu à part, avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, mais avec qui ça marche et avec qui on s'entend super bien. Voilà. Très bien. Marie? Oui, moi je me sens très privilégiée quand je rentre chez moi. J'ai l'impression vraiment de rentrer dans mon cocon très riche avec ses voisins toujours prêts à nous rendre service, toujours prêts à nous rendre un sourire, les enfants qui jouent dans le jardin quand on rentre. Enfin voilà, pour moi, c'est un peu... Pour les enfants, c'est quelque chose qu'on entend partout, c'est un gain énorme. Hein. Ah oui, et je pense pour les adultes aussi, hein, parce que par exemple, là, il y a des personnes plus âgées, c'est chouette d'être toujours en interaction avec des enfants. Enfin voilà, c'est quand même une qualité de vie pour moi qui est vraiment d'un bon niveau. Et pour l'avenir, en tout cas, je pense que c'est vraiment une bonne façon de se sentir en sécurité aussi, d'être ensemble. D'être ensemble. Tout à fait. Isabelle, du point de vue de la banque, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Quelle bonne raison on peut leur donner de se lancer dans ce projet et d'oser aller frapper à la porte de Triodos et de se risquer à ce pari? Oui, tout à fait. Mais déjà que de très nombreux habitats groupés tiennent le coup sur la durée. On a un exemple à Anvers d'un habitat groupé, ça fait plus de 30 ans maintenant, et il y a seule une unité qui a quitté parce que le couple s'est séparé, donc ça devenait trop lourd financièrement. Ils sont devenus trop âgés, ils vont quitter parce que les lieux sont devenus trop grands maintenant que les enfants ont quitté le nid, et ils cherchent ensemble un nouveau lieu à emménager pour leurs vieux jours. Donc ils restent dans ce projet d'habitat groupé. Et alors je crois aussi que les années difficiles qu'on vient de vivre, qui ont amené justement peut-être beaucoup de solitude pour les personnes qui étaient dans un habitat tout à fait individuel, auront montré aussi la force de l'habitat, de l'habitat groupé et de l'importance d'avoir des voisins bienveillants qui peuvent éventuellement aller faire des courses. Enfin, je pense aux gens qui étaient en quarantaine, qui ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et voilà. Et alors l'intergénérationnel, effectivement, où ça peut vraiment être un super... les personnes plus âgées ne savent plus aller faire leurs courses, mais c'est pas grave, elles vont garder les enfants pendant que ceux qui ont la quarantaine, 30 ans, vont aller faire les courses, mais du coup pour les personnes âgées, pendant que leurs enfants sont gardés. Enfin voilà, il y a vraiment un échange. Synergie. Oui, tout à fait. Possible. Et donc c'est vraiment cet aspect-là, en fait, l'aspect humain et social qui pour moi est vraiment un des points élémentaires. Positif, tout à fait. Alors on a déjà dépassé de 2 minutes 30, donc je vais devoir évidemment conclure. Je voudrais mentionner aux gens qui nous écoutent qu'ils pourront recevoir le lien de la vidéo par mail. Enfin, ils le recevront parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et que peut-être ils voudront revenir sur un point ou peut-être le montrer à d'autres de leur groupe. Hein. Donc, évidemment, pas de souci. Vous dire aussi que vous pourrez trouver une série d'informations via Triodos sur leur site. Également le site d'Habitat et Participation qui essaye un peu de chapeauter toutes les initiatives et qui sont aussi une ressource pour des conseils, pour envoyer vers aussi des notaires, des architectes, etc. Pas hésiter à les appeler, ils sont là pour ça. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants de ce soir qui ont partagé évidemment leur expérience et c'était vraiment très très riche. Merci Marie. Avec plaisir. Pour le témoignage. Merci Louis. Merci. Merci Véronique. Merci. Merci Marion.
rien. Et merci Isabelle et Triodos de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.